Nous allons maintenant mettre en place la première table ronde. Donc, je vais appeler les participants à venir me rejoindre sur l'estrade. Donc, je vais appeler. Alors, nous allons avoir une participation par Zoom grâce à Darshana Barua, qui est actuellement à Singapour, mais qui nous fait l'amitié d'intervenir. Donc, je vais appeler Madame Isabelle Samézard, euh, Monsieur le conseiller Wilfried Bertil, Richane de Silva, Fabrice Folliot, et je vais vous inviter. I invite you to come. Euh, Merci, vous pouvez enfin m'entendre, pardon. Donc, nous allons, avec mes cinq panélistes, lancer donc notre première table ronde, qui va introduire une première thématique qui va nous donner du contexte stratégique, puisque c'est la table ronde sur la géopolitique, qui va identifier les grands courants et l'environnement à l'échelle locale et régionale de l'océan Indien. On a déjà effectivement dans les diverses interventions qui ont précédé la table ronde évoqué la prégnance des rivalités de puissance, insister sur une manière de regain d'intérêt stratégique pour l'océan Indien, non seulement à travers donc ce concept d'Indo-Pacifique, mais bien sûr à travers un certain nombre d'enjeux qui se sont imposés à la communauté internationale, la lutte contre la piraterie maritime et plus récemment la sécurisation des grandes voies de communication maritime. Et c'est vrai que la sécurité maritime, bien sûr, est au cœur des enjeux stratégiques de la région et que cette sécurité maritime évidemment, elle mobilise de grands acteurs qui ont des conceptions, qui ont des agendas très, très différents quant à la liberté de navigation, quant à la définition des frontières maritimes. Et nous avons déjà mentionné effectivement au cœur de ces rivalités une je dirais, une compétition pour le statut de grande puissance entre les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi, bien sûr, la présence de puissances moyennes qui assistent et essayent à la fois de soutenir peut-être des visions concurrentes concernant la sécurité maritime, mais aussi on a insisté sur la prégnance de conception de la sécurité non traditionnelle et donc qui est liée à la protection de l'économie bleue, qui nécessite aussi bien sûr des capacités, qui nécessite des moyens, qui explique peut-être aussi la présence et l'activité de nombreuses marines et la constitution de flottes de garde-côtes parce que les impératifs liés à la protection de la pêche illégale, à la protection contre le développement d'un certain nombre de trafics, immigration, trafic humain, trafic d'armes, etc., nécessitent donc d'avoir des moyens. Et donc, nous allons nous plonger plus précisément et évoquer donc tous ces enjeux, mais aussi réfléchir à la notion d'Indo-Pacifique à la lumière de l'Indo-Océanie et ce que peut représenter cette vision, cette notion, et si elle peut être un facteur de cohésion, une réponse ou tout simplement l'expression d'un vouloir vivre ensemble et d'un mode de coopération assez particulier qui permet de singulariser et qui est peut-être le secret de la réussite d'un certain nombre de coopérations, de la résilience et de l'affirmation de la Commission de l'océan Indien et de la capacité de la Commission de l'océan Indien à engager des coopérations plus vastes avec IORA, comme vient de nous l'indiquer l'ambassadeur Brunet. Donc, je vais sans tarder m'arrêter là. I'm going to let you the floor, Dashana, for your presentation.
I would like to introduce very briefly you and to mention that you recently published a book on the Indian Ocean titled The Contest for the Indian Ocean and the Making of a New World Order. You published it a year ago, and it shows your interest and your long-term interest for the region. And you have already visited La Réunion. And I know that you propose very often in your papers, in your presentation, La Réunion as a kind of model and a standard of development that can be followed by some other island in the area and could be a model for the development of Andaman and Nicobar, the Indian island in the Indian Ocean. So I will stop there and I will let you the floor. Just to remind you, 10 to 12 minutes presentation. I do not remember if you have a slide or if you are going to talk without a slide. But we are all listening to you, so the floor is yours. Hi, everyone. Good morning. I'm really great to be here. Thank you for the invitation, Marian. Thank you, and wonderful to see so many familiar faces on stage. I regret to not be there in the beautiful island to be with you right now and joining you here from Singapore, but really great opportunity to just share some of my thoughts on the Indian Ocean, and I really look forward to hearing from the rest of the discussion and the debates around it. Sorry, does it need to be translated? 1 second. Yes, you can see the translation. Okay, yeah, I'll just click that. So, yeah. So I'll just provide an overview of some of the work that I've been doing in the Indian Ocean region and perhaps just set the stage because knowing all of you and my co-panelists, your work, I think that would be an opportunity to go into some of the more thematic issues and perhaps sub-regional aspects of it. So I'll draw on some of the broader themes of the Indian Ocean region with a little bit focus on the Southwest Indian Ocean and islands, and maybe borrowing from the larger argument that I make in the beginning of my book, which actually just have come out 6 months ago, not a year yet. And I do hope I'll be able to visit the island at some point in time, is to essentially say that for a long time, because of the great powers in the region and how they view the Indian Ocean region, the Indian Ocean conversation and the dynamics have been somewhere got divided into sub-regional dynamics of continental affairs. For instance, a lot of Indian Ocean conversations and discussions are viewed through the lens of South Asia or Middle East or Africa. And many countries and many bureaucracies around the world, when they talk about Indian Ocean or Indian Ocean countries, the bureaus responsible for them are essentially bureaus who focus a lot on continental issues or continental land-based challenges, where I think somewhere islands and island perspectives get lost in that conversation, whether it's in South Asia, where, say, issues of India, Pakistan perhaps dominate or are more pressing and urgent in a conversation about South Asia, similar with Middle East and similar with Africa. Of course, in Indian Ocean, the conversation is different, particularly with islands. So there is that argument that today, to really understand the importance of the Indian Ocean region and what really is happening there, or how the eastern coast of the Indian Ocean is connected to the western coast of the Indian Ocean region, there is a need to bring back the conversation into a maritime domain and a maritime theater, that we have to somewhere pause and stop the continentalization of a maritime domain and look at the Indian Ocean region as one coherent maritime space where there are lots of actors and there are lots of players present and whose priorities and whose perspectives are quite different. Second, on the Great Power competition from a geopolitics and a global geopolitical environment, of course, Marian, you mentioned in your opening comments about the India, China, US as sort of the big players and the existence of the middle players in it.
The US-China conversation, particularly here sitting in Singapore, is very, very focused on around South China Sea, Western Pacific, but also in a more global perspective of what US and China are going to do and how that has an impact across the region. I do think in the Indian Ocean region, the conversation or the interactions between India and China would have impact or implications for the region. These are two neighbors, two actors, two players, nuclear armed neighbors with continental disputes, but one of the challenges between India and China in the Indian Ocean is that as despite the amount of mechanisms that exist between India and China to talk to each other over border or continental issues, they actually don't interact at sea. There's very limited interactions between India and China on the oceans and in the maritime domain. There are no bilateral exercises. They're rarely part of any exercises or conversations, even in a multilateral format. So how India and China talk to each other and how they operate or how they really understand each other's perceptions and familiarities, that's a little different, which allows room or leaves room for more of confusion and misunderstanding between what one player is trying to do and how that impacts the notion of the other. I don't want to make this a conversation about US China or India China, so I'm happy to come back to that during the Q&A. There's a lot more to be discussed on I think the Great Power competition between US China or India China and what role there is for Indian Ocean region. But on sort of the other players in the area, I would say that beyond who we consider the traditional players in the Indian Ocean region in our, I think, research and debates, whether it's divided between India on the eastern coast or France on the western coast and UK and US and sort of the larger dominant players. There's of course the emerging role or the advancing role, I would say, of players like Turkey, UAE, and Saudi Arabia, amongst others in the area, which have engagement or series of engagement or collaborations on different issues from military to development and as well as from non-traditional and traditional security issues. So I think there is that expansion of players and the interest of players in the area across the Indian Ocean region, I would say from Red Sea to the Straits of Malacca. But again, the issue is that we tend to look at these players more in a confined sub-regional format, either in the Gulf area or say Western Indian Ocean or in one team or the other. But I think when you look at the Indian Ocean region as a coherent and continuous theater, it's very evident that beyond the power dynamics between the bigger players, the great powers, or the regional dominant players that we tend to discuss, there are a range and diverse group of partners and friends that are appearing in the Indian Ocean region who have become or who do offer alternatives or more of a stabilizing ground in the competing environment in the Indian Ocean region. The third point being on the islands, which certainly is a key element of the discussion today. I'm not, again, Rishant sitting there, so I'm not going to talk a lot about in terms of the island nations. I'm sure he'll be adding to that, but just borrowing from, and we've talked about this. There's certainly that role of Indian Ocean island states across the region, and I do see a significant difference in terms of, well, not significant, but in quite a bit of difference in the role the islands, say in the Pacific Ocean plays and the island states in the Indian Ocean region plays in a number of areas and number of regions. There is certainly an advance and evolution of a stronger maritime identity amongst island nations in the Indian Ocean region that was perhaps not as prominent in the last 20 to 30 years. There is more of a recognition that the conversations, the priorities, the perceptions, the threat assessments of island nations don't necessarily always merge or coincide with the traditional partners. And there is a diversion of that interest, and where does that interest take you, and what kind of that
what kind of tension does that difference between island nations and their traditional players create in the Indian Ocean region? And I think we can expect perhaps to see more and more of this as we see the middle players or the emerging players, whether it's UAE or Turkey or Saudi Arabia or South Africa, provide alternatives or engage on different sets of issues that we can see more and more islands articulate their specific needs and their way of thinking and the maritime identity within the sub-regional geopolitics in a way that I think was different couple of years ago. And again, I'm sure Rishan's going to touch on this, but there is more and more of the sovereign choice of islands and the sovereign choice of partnerships and the impact that it plays in the Indian Ocean region that I think has a direct impact on the Great Power competition. So you have the island nations of the Indian Ocean region, of course, Sri Lanka, Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, Comoros. Then you have the island territories, like the one that you're in La Reunion or in Andaman and Nicobar Islands in the Indian Ocean region, where the sovereign state sits actually miles away from the region. So what is the correlation between island territories in the region, and what are the issues around it? And the research that you were pointing to, Marianne, in terms of the connection between Reunion and Andamans was a project that I was doing on sister islands of the Indian Ocean region, essentially to say that the priorities of a city-state of, say, in India and their challenges and their environment would be significantly different than the priorities of and the challenges of La Reunion in the Indian Ocean region. Even something as garbage disposal is completely different on an Indian Ocean island and what it is in a city which is landlocked, or even in a coastal city. So what is the idea of what are the challenges between island nations or island states that are common and that are shared, but perhaps can be borrowed from each other? And when I visited La Reunion, I found it quite interesting to look at the model around it, from the fact that, you know, a big portion of the island is under natural reserve, where it must be preserved for national reserve, and the land for development is a particular percentage of it. I think, if I remember, that was 30%. And how does that growth and development look like, given that marine conservation, marine biodiversity, the issues emerging from the ocean are significantly different for an island than it is for a coastal state? And how can that be perhaps replicated or shared with other islands who face similar challenges, who have to balance the dual advantages or dual issues of, say, the growth or the advances of the military requirement of that island, and the non-traditional security issues, as well as the development issues around it. So I certainly see more scope for conversation and collaboration amongst islands themselves, whether it's at an island state or island territory level, and that really leading the pathway for conversation around maritime security in the Indian Ocean region. And I'll end on a note to say that we often spend a lot more time talking about hard security issues as strong pillars of maritime security when we talk about Indian Ocean region, or I would say generally on ocean governance and ocean security. But I think today in maritime security, some of the biggest threats and some of the biggest challenges and emerging trends are appearing from non-traditional security elements and pillars of maritime security, whether it is from fishing, whether it's on trafficking, whether it's on natural disasters, and the area that I see becoming quite significant, or that I think would have a big impact in the years to come, is deep sea mining, and the impact of deep sea mining on maritime security issues. So the underwater domain, and a domain where we don't have a treaty, where we don't necessarily have a governance structure as yet, to even debate about it, and how does that go? And I think, again, this is somewhere I see islands taking a lead on it in a conversation, really articulating that, but how far that policy goes is something that I hope to be dedicating some research on. I'll stop here, just a few broad strokes, and I hope to come back
to some of these points once I've heard my co-panelists and we go into the discussion stage. Thank you. Thank you so much, Lakshana, for this very rich intervention and the clarification that you brought to the discussion. The many diverse representation of the Indian Ocean, depending on well the point where you are talking. And the cartography you had, the mapping of the zone that you have in Maui. And when you are a continental state, it's really very different than an island state to project your understanding of the main challenges of the Indian Ocean. You mentioned the multiplicity of inflation of players, and that is really very important to see that there are so many players, and we need to establish a kind of hierarchy to understand what they want really and what could be their level of involvement in the region. So you mentioned the big players, India, China, which relations are so important for the region. But not only, and you mentioned a lot of very new players, I will say, and you are questioning the legitimacy of this and what are they bringing to the region. When you are talking about Saudi Arabia, about Turkey, for example, they had a national agenda. They had some very good relation with some island states in the region. What do they want? How can we integrate them in the discussion of the region? It's quite interesting. And of course, you finish on the island state about the difficulty and the vulnerability of the island state, but their capacity to develop their identity of island state and their capacity to make choice and to establish cooperation, having maybe in mind a non-traditional security agenda with some very pressing issue linked to maritime governance, to environmental security, which are very, very different from the agenda of the big player. And so thank you for this clarification. We had some clear points, and I guess that our students in the room have noted everything, and we are going to follow our discussion. And now I'm turning, I shift to French. Et je m'adresse à Madame Isabelle Samézard. Certains d'entre vous sans doute connaissent, elle a publié la géopolitique de l'océan Indien. Elle l'a fait en 2022, donc aux presses universitaires de France. Et donc, c'est un des premiers travaux sur une première réflexion de nature française sur l'Indo-Pacifique, parce qu'il faut quand même dire que en 2022, l'Indo-Pacifique était quand même largement mobilisé, expliqué, analysé par des think tanks à dominante anglo-saxon, que nos amis indiens avaient beaucoup réfléchi et que beaucoup de colloques s'organisaient sur l'Indo-Pacifique, et que, alors que nous avions quand même une légitimité assez évidente à nous mobiliser, à réfléchir, mais peut-être faisions-nous de l'Indo-Pacifique sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et donc je salue cet effort et le fait que tu aies suscité des émules, puisque finalement une réflexion s'est engagée dans les think tanks, dans les centres d'analyse et de recherche sur l'Indo-Pacifique, et peut-être étions-nous trop hexagonaux dans cette exploration, et peut-être aurions dû nous tourner plutôt vers l'Université de La Réunion où il y avait déjà un socle de connaissances. Donc Isabelle, je vais te laisser prendre la parole pour une douzaine de minutes. Je sais que tu as préparé des slides pour accompagner ton propos. Donc je te laisse développer les principales stratégies Indo-Pacifiques. Merci Marianne. N'hésite pas à me couper si je suis trop longue. Tu peux continuer. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les dynamiques géopolitiques dans l'Indo-Pacifique et dans l'océan Indien. Moi, j'ai peut-être un rôle un peu ingrat que j'ai vraiment pris au pied de la lettre. J'aurais pas dit le titre et le thème que tu m'as donné, c'est-à-dire vraiment regarder
la place de l'océan Indien dans les principales stratégies indo-pacifiques. Et donc, mon programme est plus restreint, je dirais méthodologiquement. Je m'explique. Enfin, vous allez voir. Bon, je pense que ça a été dit et redit, mais je le rappelle, la notion d'Indo-Pacifique, elle est un petit peu abstraite et théorique. Et puis, c'est cette idée qu'on peut débattre, hein, qu'il faut désormais réunir les océans Indien et Pacifique dans une seule et même entité spatiale et qu'il faut les voir comme un continuum maritime. OK, bon. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose précisément la place de l'océan Indien dans cet espace qui a été créé de toutes pièces. Et si on essaie vraiment de définir la place de l'océan Indien dans ce nouvel espace, en fait, on se heurte quand même à des difficultés. Moi, je vois deux grandes difficultés. La première, c'est que, et ça a déjà été dit par l'ambassadeur Brunet, je crois, c'est qu'en fait, même si on parle d'Indo-Pacifique, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglophones, on va souvent continuer à regarder surtout le Pacifique et le Pacifique occidental d'un point de vue stratégique. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les points chauds et les risques de conflits ouverts jugés les plus grands, donc détroit de Taïwan, mer de Chine méridionale et de l'Est, et péninsule coréenne. C'est là que se joue l'affrontement, la rivalité sino-américaine. Donc souvent on parle d'Indo-Pacifique, mais on regarde quand même plus du côté du Pacifique occidental. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on regarde vraiment et strictement les États qui ont adopté la terminologie indo-pacifique et qui ont développé une stratégie officielle indo-pacifique, et ils sont pas nombreux en fait, hein, eh bien, la plupart des États, des grands États promoteurs, véritablement, qui se sont vite positionnés, ce sont des États qui généralement sont situés dans le Pacifique et sont des puissances du Pacifique. Les deux plus importants, c'est le Japon et les États-Unis. Ce sont des puissances du Pacifique, tournées vers le Pacifique, foncièrement ancrées dans le Pacifique, extérieures à l'océan Indien. On a deux autres États très importants qui sont en tant qu'État promoteur de l'Indo-Pacifique, l'Australie et l'Indonésie. Ces États-là sont à la croisée des océans Indien et Pacifique, mais en fait, en pratique, traditionnellement, ils regardent essentiellement vers le Pacifique et fort peu vers l'océan Indien. Et finalement, si on considère l'océan Indien lui-même, eh bien, il y a essentiellement la France et l'Inde, ou plutôt, je dirais, l'Inde et la France, qui ont adopter la terminologie et développer une stratégie. Mais la plupart des autres États du pourtour de l'océan Indien n'ont pas véritablement adopté la notion d'Indo-Pacifique et font de l'Indo-Pacifique peut-être sans le savoir ou sans le dire, mais en tout cas, ils ne sont pas à proprement parler des États promoteurs de l'Indo-Pacifique et un certain nombre d'entre eux sont même plutôt réticents à employer cette terminologie. Donc, si on est vraiment du point de vue des États promoteurs de l'Indo-Pacifique, finalement, on pourrait presque dire que l'océan Indien, c'est presque un parent pauvre de l'Indo-Pacifique parce que le Pacifique est prédominant malgré tout dans une vision stratégique de ce qui s'y passe. Alors, je vais quand même essayer de nuancer ce propos. Et pour ce faire, je me suis livrée à un exercice dont je pensais qu'il allait être simple. Et en fait, je vous cache pas que ça m'a bien pris la tête. Parce que quand on veut faire simple, eh bien, on est obligé de regarder et de faire des choix, de regarder dans le détail et de faire des choix. Donc, c'est un essai de typologie. J'en suis, pour être honnête, pas tout à fait satisfaite, mais du moins, j'espère que ça aura une vocation
de clarification. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retenu une série de 6 États dont on peut considérer que ce sont des acteurs importants de l'Indo-Pacifique. Alors, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Turquie, il n'y a pas l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce que ces États-là ne sont pas des États qui ont adopté l'Indo-Pacifique et qui n'ont pas, à strictement parler, une stratégie Indo-Pacifique. Hein, j'insiste sur la méthode que j'ai adoptée. Et qu'est-ce que j'ai regardé pour donc les États retenus que vous voyez ici? J'ai regardé quelle vision, c'est-à-dire quelle définition géographique ils ont de l'Indo-Pacifique et comment ils intègrent l'océan Indien à cette définition géographique de l'Indo-Pacifique. Est-ce qu'ils l'intègrent en tout ou en partie? C'est ce que j'ai appelé vision. Et puis ensuite, j'ai essayé d'évaluer de façon encore un peu grossière qu'est-ce qu'ils font en océan Indien au titre de leur stratégie Indo-Pacifique. J'insiste vraiment sur la démarche pour que ça soit compris. Et puis, j'ai été de ce fait conduite à ce que Darshana aime pas beaucoup et a raison, mais qui oblige néanmoins quand on essaie de coller aux représentations et aux stratégies des États concernés, c'est-à-dire à distinguer la partie orientale et la partie occidentale de l'océan Indien pour comprendre les nuances, tout simplement, dans les positionnements et les stratégies des uns et des autres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous le voyez, je ne vais pas tellement détailler, mais on a, à mon sens, 2 États véritablement qui déploient une vision et un engagement incluant tout l'océan Indien dans le cadre de leur stratégie Indo-Pacifique. Le premier, on a envie de dire, c'est pas une surprise, il a déjà été cité plein de fois, c'est l'Inde. L'Inde qui a une position centrale géographiquement parlant en océan Indien, mais qui a surtout une ambition d'être un acteur central et incontournable en océan Indien, qui est active absolument partout et de plus en plus dans le sud-ouest de l'océan Indien. Je signale, je pense qu'à La Réunion, on l'a vu, que l'une des dernières initiatives en date des Indiens, c'est d'avoir fait une formation embarquée sur l'un de leurs navires, où ils ont invité 42 marins, officiers de 9 États du sud-ouest de l'océan Indien, à embarquer sur un navire de guerre indien et à naviguer quelques jours. Et ça, c'est quand même très symptomatique d'une volonté de formation, de rayonnement, mais c'est l'une des choses seulement que l'on pourrait citer. Alors, plus inattendu, même si on l'a déjà évoqué, le Japon. Plus inattendu, tout simplement parce que le Japon est tellement ancré dans le Pacifique que c'est peut-être pas... L'élongation est considérable quand même pour déployer une action, une influence en océan Indien. Pourtant, c'est absolument remarquable à quel point le Japon arrive à déployer des programmes à très longue distance. Alors, le Japon, dès le départ, en fait, a déployé cette notion d'Indo-Pacifique pour y intégrer pleinement et tout l'océan Indien, et ensuite, avec des programmes notamment de connectivité et d'infrastructures importants, que ce soit dans le golfe du Bengale, où on a l'initiative Big Bay, qui est un projet de corridor industriel centré sur le Bangladesh et l'Inde. Mais dans le sud-ouest de l'océan Indien, on a d'importants projets d'infrastructures à Mombasa, dans le port de Mombasa, à Nacala, au Mozambique, et à Madagascar. Le Japon est aussi très actif en matière de sûreté, de sécurité maritime, en déployant des programmes de formation à Djibouti, au Sri Lanka. Donc, il y a vraiment une présence qui, à mon sens, témoigne d'une pleine inclusion de l'océan Indien. Après, j'ai fait un second couple, France et Union européenne. Ce sont des acteurs qui, eux aussi, bien sûr, intègrent tout l'océan Indien dans leur vision de l'Indo-Pacifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je me suis dit que j'allais quand même introduire une nuance parce que il me semble, aussi bien pour la France que pour l'Union européenne, que si on regarde les engagements, on a quand même un ancrage
plus grand dans la partie occidentale de l'océan Indien. Darshana l'a mentionné. Bon, pour la France, on est à La Réunion, hein, donc je ne vais pas expliciter les choses. Mais il y a aussi les bases à Djibouti, à Abu Dhabi. Alors, ce qui est intéressant néanmoins, c'est que dans le cas français, ce que l'on voit depuis quelques années, c'est une volonté de projection vers la partie orientale de l'océan Indien. C'est particulièrement bien incarné par les exercices multinationaux La Pérouse, qui se déroulent tous les ans dans la partie orientale de l'océan Indien. Et puis, ça a aussi été très bien incarné par le lancement d'un centre de formation à la sûreté maritime au Sri Lanka en 2024. Donc, on voit que tout en étant plus ancré dans la partie occidentale de l'océan Indien, la France s'efforce quand même de dépasser cet ancrage et d'aller vers la partie orientale de l'océan Indien. L'Union européenne, j'ai surtout eu en tête les efforts très importants pour participer et contribuer à une architecture de connaissance de la situation maritime et de la sécurité maritime, qui a d'abord été centrée sur la Corne de l'Afrique, qui a ensuite diffusé tout le long du littoral oriental et austral africain, avec l'installation de centres de fusion de l'information maritime à Madagascar et aux Seychelles. Et puis, on voit désormais, pareillement, depuis 2020, un effort, parce que ces exercices ont été plutôt une réussite. Et c'est clairement dit officiellement, hein, sur les documents CRIMARIO, par exemple, un effort pour projeter, installer ces mécanismes qui ont bien fonctionné dans la partie occidentale de l'océan Indien vers la partie orientale et le grand Indo-Pacifique pour connecter toutes les différentes sous-régions de l'Indo-Pacifique. Ce qui est intéressant, je le dis en passant, c'est que les Indiens n'apprécient pas beaucoup les initiatives. Tant que c'était dans la partie occidentale et sud-ouest de l'océan Indien, ça allait. Mais je comprends que l'Inde n'est pas très contente de voir l'Union européenne proposer des alternatives en matière de connaissance de l'information maritime notamment à des très proches partenaires comme le Sri Lanka, les Maldives, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis enfin, je termine vite parce que je ne veux pas trop déborder sur deux acteurs qui sont intéressants dans le cadre de notre réflexion et qui sont en plus essentiels, hein, stratégiquement parlant. Ce sont les États-Unis et l'Australie qui ont une définition de l'Indo-Pacifique. Il te reste 2 minutes, Madame Je Saint-Mézain. vais aller très vite. Vraiment, qui s'arrête essentiellement la grande partie orientale de l'océan Indien. Hein, et c'est dans le cas des États-Unis, c'est ce que j'ai projeté ici, c'est très lié à la structuration des commandements militaires et de Indo-PACOM, qui, malgré tout, impose un cloisonnement très fort dans les représentations géopolitiques et politiques américaines de l'océan Indien. Ce qui est intéressant, et je voudrais finalement finir là-dessus, c'est qu'il y a désormais un vrai débat aux États-Unis. Darshana l'a déjà mentionné, il y a un vrai débat sur les risques à rester dans cette approche, dans cette représentation cloisonnée de l'océan Indien. Et un début quand même, on sent un début de volonté de dépasser ce découpage avec, j'ai en tête deux exemples assez significatifs. Le premier, c'est quand même l'ouverture ou la réouverture de l'ambassade américaine aux Seychelles, qui avait été fermée il y a plus de 20 ans. Et ça, c'est fait officiellement dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis. D'accord ? Et puis, intéressant aussi, le Congrès a passé une loi sur, alors si j'essaie de retrouver, loi sur l'examen stratégique de la région de l'océan Indien, appelant à ce que les États-Unis développent une vraie stratégie pour l'océan Indien dans son entier
et dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique. Bon, il y a eu après l'administration Trump, donc forcément la loi, je pense qu'elle a un petit peu perdu, mais on voit en tout cas qu'il y a une vraie prise de conscience sur les difficultés que pose ce découpage océan Indien oriental et plus encore Indo-Pacifique. Pour l'Australie, c'est pareil, et je finirai là-dessus. Les Australiens ne veulent considérer dans leur vision de l'Indo-Pacifique que la partie orientale. Ils déploient des efforts importants vers le nord-est de l'océan Indien, essentiellement vers l'Inde, mais aussi le Sri Lanka, le Bangladesh et un peu les Maldives. Mais si on regarde les débats au sein des think tanks australiens, en fait, il y a beaucoup de débats, justement, beaucoup de commentaires sur « mais attention, attention, est-ce que c'est légitime et justifié d'avoir ce découpage? Est-ce qu'on n'est pas en train de manquer des choses et de laisser le champ libre à d'autres puissances ?» Donc, je voulais souligner ces tendances-là parce que finalement, pourquoi c'est difficile de définir la place de l'océan Indien dans les stratégies indo-pacifiques des grandes puissances? C'est parce qu'elles ne définissent pas de la même façon l'Indo-Pacifique en premier lieu et qu'elles n'incluent pas de la même façon l'océan Indien. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça reste un peu flou, mais ce qu'on observe à mon sens, c'est qu'il y a une tendance maintenant de plus en plus marquée à réintégrer tout l'océan Indien. Et après, pourquoi il y a cette tendance? Je pense que ça a été évoqué, c'est le résultat d'un durcissement des rivalités. Hein, c'est pas pour la beauté de l'océan Indien, on s'en doute bien. C'est parce qu'en fait, si on n'inclut pas tout l'océan Indien dans son approche stratégique de l'Indo-Pacifique, on a le sentiment de laisser le champ libre à des rivalités potentiellement en compétition. Merci. Merci beaucoup, Madame Sameza, pour cet effort de pédagogie que nos lycéens auront certainement apprécié. C'est vrai que l'on a évidemment noté cette tendance à se focaliser sur le Pacifique occidental. Dans les stratégies indo-pacifiques que nous avons pu aborder jusqu'à présent, et où l'on parle systématiquement de la centralité de l'ASEAN, donc qui est géographiquement au cœur de cette cartographie indo-pacifique, avec aussi cet accent sur les enjeux de sécurité maritime propres à la mer de Chine du Sud et désormais au détroit de Taïwan. Et donc, on a l'impression que cette revalorisation de l'océan Indien, elle est tout à fait récente, mais pour de mauvaises raisons, parce que les rivalités de puissance, eh ben, elles sont en train de se déplacer, que la Chine est devenue plus visible, c'est vrai, dans l'océan Indien, et donc pose quelques interrogations. On n'a pas parlé du programme des nouvelles routes de la soie, mais on pourra revenir dessus, pardon. Et donc, en fait, pour de mauvaises raisons, on a intégré l'océan Indien et pour certaines parties de l'océan Indien à leur corps défendant, puisque, encore une fois, comme il a été dit, il y a une hiérarchie dans les enjeux de sécurité et l'agenda des grandes puissances n'est pas celui d'un grand nombre d'États littoraux et d'États côtiers très tournés vers la protection de leurs espaces maritimes, très tournés vers la protection de leur économie bleue. Et je vais me tourner maintenant vers Monsieur le conseiller régional Wilfried Bertine pour parler en fait d'une cartographie qui est beaucoup plus culturelle, beaucoup plus humaine de l'Indo-Pacifique. Et est-ce qu'on peut d'ailleurs parler d'une cartographie Indo-Pacifique, puisqu'on va évoquer l'Indo-Océanie, ce que peut recouvrir cette appellation, ce concept, cette dénomination, sachant qu'on a bien noté que on pouvait être plus ou moins réceptif à l'Indo-Pacifique, accepter d'en parler, accepter de l'intégrer dans son discours, sans pour autant
autant, je dirais, mettre de côté certaines réalités, certaines identités culturelles ou tout simplement certains legs historiques, je dirais, qui sont communs à toute une région et où une région se reconnaît davantage que par rapport à un concept qui a peut-être, je dirais, l'avantage de la nouveauté, mais qui ne correspond pas à leur vécu. Et donc, il me paraissait vraiment important de parler de cette Indo-Océanie et voir dans quelle mesure cette Indo-Océanie ne paraît pas plus pertinente, plus légitime. Si l'on veut chercher une définition du grand sud-ouest de l'océan Indien et quelles sont les ramifications et je dirais la capacité à développer, en tout cas à faire partager cette vision avec certains partenaires ou certains grands voisins. Donc je vous laisse la parole et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention car nous n'avons pas tant l'occasion que cela d'entendre parler de l'Indo-Océanie. Merci beaucoup de me donner la parole. L'India-Océanie est un concept relativement récent que l'on doit au poète mauricien Camille de Roville, qui le présentait en 1960 comme étant, je cite, un nouvel humanisme au cœur de l'océan Indien. Repris par des écrivains, des universitaires, des journalistes, ce terme a été adopté officiellement en 2014 par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien pour désigner les pays qui la composent, à savoir les Comores, la France au titre de la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. L'Indo-Pacifique est un concept encore plus récent, puisque le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'aurait utilisé pour la première fois en 2007. Il a notamment été repris dans les années 2010 par le président américain Barack Obama et on l'a dit ce matin en France en 2018 par le président Emmanuel Macron. L'Indo-Pacifique est à la fois un concept géographique et géostratégique. Il s'étend selon l'acceptation française, on en a beaucoup débattu tout à l'heure, des côtes orientales de l'Afrique à l'est du Pacifique. Il est structuré au plan géostratégique par le positionnement des pays résidents face à la rivalité opposant les États-Unis et la Chine. Il ressort de ces définitions que l'un de ces deux termes, l'Indiane-Océanie, est un sous-ensemble de l'autre, l'Indo-Pacifique. Insulaire, francophone, à la fois une et multiple, l'Indo-Océanie est un espace original par lui-même, ce sera l'objet de ma premier point de mon intervention, par sa place dans l'Indo-Pacifique, ce sera le deuxième point de mon intervention, et par ses perspectives, ce sera le troisième point. D'abord, l'India-Océanie est un espace insulaire, francophone et composite. Il forme un espace spécifique d'abord par ses caractéristiques physiques. C'est un ensemble insulaire composé de Madagascar, entouré des archipels des Comores au nord-ouest, des Seychelles au nord et des Mascareignes à l'est. Au total, 594 000 km², dont 99% apportés par Madagascar. Le droit de la mer dote ces îles du domaine maritime sans commune mesure avec les superficies terrestres. Leur zone économique exclusive s'étend sur 5 500 000 km², soit 2 fois l'extension de la mer Méditerranée. Situées le plus souvent sur la route des cyclones, ces îles font face à des risques naturels partagés, le cas échéant aggravés par les effets du changement climatique. Enfin, elles sont localisées en zone intertropicale où les courants et surtout les vents s'inversent selon les saisons, ce qui influe sur la navigation à voile et les place sur des zones de migration et de passage. L'India-Océanie doit aussi, au-delà de ses caractéristiques physiques, tient aussi son originalité de son histoire et de son peuplement. En raison de ses trajets de navigation, le peuplement ancien de Madagascar et des Comores est d'origine afro-asiatique. Des populations en provenance de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde, du Golfe Persique, du sud de la péninsule arabique, se sont installés d'abord à Madagascar et en Afrique orientale avant l'an 1000 de notre ère et aux Comores à partir du XIIe siècle. En raison de leur situation en mer des Indes, certaines îles de l'Indiane-Océanie ont connu une colonisation européenne qui remonte à l'Ancien Régime, avec dès 1642 la création par les Français du comptoir de Fort-Dauphin à Madagascar et la prise de possession de la Réunion qu'on appelait alors Bourbon. De Bourbon, les Français ont occupé l'île Maurice, Île-de-France et les Seychelles. Même si ces deux entités sont devenues anglaises en 1815, elles ont gardé l'usage de la langue française. L'Indiane-Océanie présente ainsi la
particularité d'être composé d'îles francophones dans un océan Indien presque entièrement anglophone, considéré comme un lac anglais. Je mets des guillemets entre le lac anglais puisque la citation n'est pas de moi. En dépit de ces traits communs, l'Indienne Océanie se distingue par la diversité des pays insulaires qui la composent. Madagascar est un micro-continent à la civilisation rappelant l'Indonésie et l'Afrique. Les Comores sont un archipel appartenant à l'ère de civilisation swahili, résultant du mélange de populations arabo-musulmanes et de populations africaines, principalement bantoues. Les Mascareignes et les Seychelles, qui sont des créations de la colonisation française, appartiennent à l'ère d'une civilisation créole, même si l'engagisme a fait de Maurice, je cite, une Inde d'outre-mer, où dominent les populations d'origine indienne. Ces pays sont dissemblables par leur superficie, l'importance de la population, les disparités de leur niveau de développement. Ils comptent au total, selon la Commission de l'océan Indien, 34,3 millions d'habitants, dont 91% vivent à Madagascar. Le PIB total de l'Indienne Océanie est modeste, 55 milliards de dollars, dont 40% pour la Réunion, 28% pour Madagascar, 26% pour Maurice, 4% pour les Seychelles et 2% pour les Comores. Par habitant, ce PIB varie de 506 dollars pour Madagascar et par habitant et par an à 26 000 dollars par habitant et par an à la Réunion. Sans doute en parité de pouvoir d'achat, ces chiffres seraient sans doute un peu différents. Les disparités entre les pays sont ainsi considérables. Le deuxième point de mon intervention, c'est que cette Indienne Océanie a une place originale en Indo-Pacifique, originale et marginale. En fait, l'Indienne Océanie fait partie de l'océan Indien occidental, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, qui va des côtes africaines à la côte occidentale de l'Inde. Cet ensemble est lui-même souvent considéré comme un espace périphérique en Indo-Pacifique. Certains, on l'a dit tout à l'heure, ne l'intègrent même pas dans l'Indo-Pacifique. C'est le cas des États-Unis et de l'Australie. En revanche, l'Inde, la France et l'Union européenne, l'Indo-Pacifique, pour ces pays et ces ensembles, l'Indo-Pacifique va des côtes orientales jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique. Selon un rapport du Sénat français daté du 23 janvier 2023, l'océan Indien occidental forme un sous-ensemble de l'Indo-Pacifique, à l'instar notamment des États du Pacifique Sud, particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique et au pillage de leurs ressources halieutiques. À l'instar aussi des pays de l'ASEAN, auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, qui se revendiquent comme la centralité, vous l'avez dit, de l'Indo-Pacifique et qui ont comme principal souci le développement économique au-delà, évidemment, de la sécurité maritime en Chine méridionale et dans les détroits. Dans l'océan Indien occidental, et ça a été aussi suggéré tout à l'heure, l'enjeu principal est la sécurité et la liberté de la navigation maritime. C'est une région stratégique avec des voies maritimes essentielles, tant par le canal de Mozambique que par la voie ouest-est de l'océan Indien de Suez à Malacca, que par la grande voie commerciale qui traverse en diagonale de l'océan Indien entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Sud et qui voit passer 11 000 navires de commerce par an à moins de 100 km de la Réunion et de Maurice. Comme d'autres grandes puissances, la Chine qui a des besoins en hydrocarbures a besoin des hydrocarbures du Moyen-Orient, des matières premières africaines et qui doit exporter ses marchandises, s'est investie dans la région. Elle a établi au milieu des années 2000 des points d'appui, le collier de perles pour sécuriser la route maritime Est-Ouest. Elle a lancé la stratégie mondiale des nouvelles routes de la soie, avec notamment l'établissement à Djibouti de la seule base militaire extérieure chinoise et la China-Pakistan Economic Corridor, une voie de désenclavement qui lui permet de moins dépendre des détroits malayo-indonésien. Les autres États ne sont pas en reste et l'océan Indien occidental participe bien des problématiques de l'Indo-Pacifique et de la rivalité sino-américaine. L'Indienne Océanie, dans la partie sud dans l'océan Indien, puisque l'Indienne Océanie est aussi une sous-partie de l'océan Indien occidental, qui est lui-même une sous-partie de l'Indo-Pacifique, est un espace dominé par l'Occident et principalement par la France. La France est l'unique pays européen qui possède des territoires dans la région avec la Réunion, Mayotte et les TAF. Elle est une puissance résidente avec 1,2 million de ressortissants et grâce à Mayotte et aux îles éparses, elle détient le tiers des zones économiques exclusives du canal de Mozambique dont l'importance stratégique n'est plus à démontrer.
il n'y a pas de contestation fondamentale de la politique française en Indo-Pacifique par les populations des Outre-mer, Madagascar, Mayotte, Réunion, dans l'océan, en Indienne-Océanie. Contrairement à ce qui se passe dans le Pacifique ou en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il faut parfois convaincre les élus et les populations du bien fondé de la politique de la France. De même, la légitimité de la présence française de la région est reconnue par les pays de l'India-Océanie, malgré le différend franco-comorien à propos de Mayotte et celui des îles Éparses, réclamé par Maurice pour ce qui concerne Tromelin et par Madagascar pour les îles concernées du canal de Mozambique. Cette forte présence occidentale et française tient l'Indienne-Océanie à l'écart des routes de la soie, lesquelles sont contenues vers le sud par la présence de la base américaine de Diego Garcia dans l'archipel des Chagos et par la France. C'est la seule partie de l'Indo-Pacifique où les moyens engagés par la France semblent à la hauteur des enjeux, avec les forces armées de la zone sud de l'océan Indien et les forces armées basées aux Émirats arabes unis et à Djibouti. Sans oublier, bien sûr, les forces de la zone maritime de l'océan Indien qui ont en charge des espaces maritimes particulièrement sensibles, comme le golfe Persique, le golfe d'Aden ou les parages au large des côtes somaliennes. L'Indienne-Océanie est ainsi une zone où la stratégie française de l'Indo-Pacifique peut le mieux se développer. Les pays de la zone sont en effet demandeurs de sécurité et de défense, d'économie de connectivité, de multilatéralisme et d'état de droit, de lutte contre les changements climatiques qui sont, je les ai quasiment cités, les piliers de la stratégie française en Indo-Pacifique arrêtée en 2019. La France y joue-t-elle un rôle fondamental, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, comme la lutte contre la pêche illégale, contre la piraterie, contre les trafics en tout genre, dans les questions humanitaires et du développement durable. Elle s'est engagée dans un partenariat stratégique avec l'Inde, très présente dans l'océan qui porte son nom, et noue des contacts avec le Kenya et l'Indonésie. Elle fait endosser sa politique par la COI, l'ambassadeur Brunet en a parlé largement, et s'investit plus récemment dans l'IORA, et c'est exactement la même chose dont je ne vais pas développer. L'Indienne-Océanie s'est dotée effectivement d'une organisation d'intégration régionale originale, francophone, de proximité, qui s'appelle la Commission de l'océan Indien. Composée d'îles, la COI porte les problèmes des petits États insulaires en développement au plan mondial. Elle présente aussi l'originalité d'être constituée à la fois de pays du Nord, la France, au titre de la Réunion, et de pays du Sud, ses pays voisins. Composée de pays francophones, elle est aussi une des rares organisations d'intégration régionale dans le monde, dans la langue officielle de travail, le français. En troisième et dernière partie, quelles sont les perspectives de l'Indienne-Océanie au sein de l'Indo-Pacifique? L'Indienne-Océanie souffre de fragilité. La contestation de la France, je vais rapidement dessus, la disparité de ses membres, et elle a donc des difficultés à se structurer. Elle met en œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds. En 40 ans d'existence, elle a développé plus de 70 projets pour un montant de 420 millions d'euros, mais elle n'a pas de stratégie ni de vision commune. Le projet a disparu derrière les projets. Autre sujet de questionnement, je vais simplifier, Madagascar est-elle une opportunité ou une menace? L'Indienne-Océanie gravite autour de la grande île qui a un potentiel considérable, mais qui connaît aussi une explosion démographique accompagnée d'une pauvreté endémique. Madagascar compte actuellement 30 millions d'habitants avec un taux de pauvreté de 80%. Selon les projections de l'ONU, il comptera 55 millions d'habitants en 2050. Comment gérer ce stock, si l'on peut dire, et ces flux de population paupérisés? Si Madagascar n'arrive pas à surmonter ces énormes défis, la démographie galopante et la pauvreté constitueront un facteur de déstabilisation de la région et une cause de migration incontrôlée auprès desquelles l'immigration clandestine à Mayotte apparaîtra comme une péripétie de second rang. Enfin, pour terminer, il y a des prolongements nécessaires de l'Indienne-Océanie. L'Indienne-Océanie doit prendre en compte des géodynamiques politiques qui se produisent dans ses marges, et d'abord le canal de Mozambique, qui va devenir bientôt le nouveau golfe Persique. Donc l'idée serait de développer un espace Swahili avec les pays bourdiers du canal de Mozambique, ce qui permettrait d'ailleurs à Mayotte et aux Comores de construire ensemble un espace d'intégration régionale fondé sur une langue et une civilisation, et donc de laisser un petit peu de côté leurs défis.
Je voudrais également dire un mot pour terminer de l'Antarctique, qui est présenté par Stéphane Samaran et Charlotte Noni dans la revue de la Défense nationale en 2022 comme un prolongement de l'Indo-Pacifique. Chacun sait que le réchauffement climatique attise les convoitises et redistribue les cartes en Arctique. Il n'y a aucune raison pour que les dynamiques en œuvre dans les régions polaires de l'hémisphère nord ne se produisent pas en Antarctique et dans les terres australes. La Chine y a déjà construit 5 stations polaires et d'autres puissances se préparent à mettre le monde devant le fait accompli d'une appropriation et d'une exploitation future de l'Antarctique. La France a une attitude vertueuse, et je termine là-dessus, Madame l'animatrice, c'est une conclusion à tiroir, excusez-moi. La France, qui a une attitude vertueuse, euh, développe la défense de l'environnement, mais ce faisant, elle, elle laisse ces zones dans un abandon relatif. Elle met peu de moyens de surcroît en régression. En Antarctique, où la France a un droit de regard en terre d'Adélie, elle met moins de moyens que l'Italie et elle met 2,5 fois moins de moyens que la Corée du Sud. Donc, on a dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, la nécessité d'un partenariat d'une team France, mais je dirais même d'une team Europe, regroupant l'État, les collectivités locales de l'océan Indien et l'Union européenne. L'Union européenne, parce que, comme disait le général de Gaulle, elle peut être un des multiplicateurs de puissance et nous donner les moyens que nous n'avons pas. Les Outre-mer, parce que, comme disait le rapport sénatorial dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ne sont pas là que pour juste légitimer la présence française européenne dans la région, mais qu'elles sont aussi de vrais partenaires. Merci pour votre attention sur cette dernière provocation. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller général, de nous avoir livré ce portrait très très vibrant de cet espace Indiano-Océanie. Et je m'excuse par avant, j'ai dû à plusieurs reprises parler d'Indo-Océanie, Indiano-Océanie, bien sûr. Hein. Un ancrage historique, culturel, mais aussi une famille qui, comme toutes les familles, connaît certaines dissensions. Et on ne va pas détourner pudiquement le regard de certaines difficultés de cet espace. Donc, je retiens votre définition originale, à la fois originale et marginale, mais où tous les partenaires s'efforcent d'ailleurs grâce à une coopération bien pensée, non exempte de difficultés, comme vous l'avez souligné, et bien de développer les capacités de choix et notamment le développement. Ça peut être évidemment compliqué par moment. Et merci d'avoir introduit eh bien la mer australe et d'avoir introduit effectivement les TAF, l'Arctique et l'Antarctique, dans cette discussion où on a tendance effectivement à parler de façon très générale de l'Indo-Pacifique, à revenir quelquefois sur la Réunion, mais à ne pas mentionner un environnement peut-être pas mentionné suffisamment effectivement les TAF, Mayotte, mais je pense que notre auditoire aura rectifié et il nous reste encore 2 tables rondes pour ne pas avoir l'air d'oublier certains acteurs. Je vais me tourner maintenant. I'm coming to you, Richard. And I'm very happy that you have accepted to participate in this Franco-speaking debate. I hope that our non-francophone, non-French colleagues are not too much lost in translation and are able to follow our exchange looking at the screen. So looking at the screen, so Risham, I give you the floor. I guess that you are going to develop insularity maybe and bringing a Sri Lanka flavor to our debate. So thank you in advance. Just to remind you, 12 minutes, no more. Try to stick to that. Thank you so much in advance. I think that you had a slide. So you need. Yeah.
The Ministry of Europe and Foreign Affairs. Yeah, maybe we can try this one. Thank you. The Ministry of Europe and Foreign Affairs of France, Pascal Boniface and Marianne from the French Institute for International and Strategic Affairs, IRIS, the French Agency for Development, fellow presenters, researchers, Darshana joining us online, institutional representatives, public and private development agencies. Bon matin, ça c'est un honneur pour moi d'être sur une autre belle île de l'océan Indien parce que je viens de Sri Lanka. C'est une île près de l'Inde, mais pour moi, pour Millennia, c'est une île souveraine. Merci beaucoup à Iris pour l'organisation de cet important colloque. Ici, c'est ma première fois à La Réunion et je pense qu'il y a beaucoup de connexions avec ma île et j'espère que nous pouvons découvrir ça ensemble. Je parlerai un peu en français parce que j'étudie français à Nairobi, au Kenya, où je suis né. J'avais une école anglaise, mais j'avais l'opportunité d'étudier français ou allemand. J'ai choisi français. Maintenant, je vais parler en anglais. So I was asked to speak today on island areas in the Indian Ocean, a Sri Lankan perspective, and to make remarks on the Indian Ocean as a space in transition. So it's a very difficult topic because the Indian Ocean islands are also diverse, and some of your colleagues have illustrated some of the differences across the different islands. So we appreciate those different perspectives. It's fitting, though, that we are bringing this islands discussion ahead of the UN Oceans Conference in Nice next month. Actually, the head of the UN Oceans, Mr. Peter Thompson, had mentioned that the geopolitical cartographer should convene an islands dialogue. So maybe this is something we could work on together in the future. To start with, let me say a bit about our research foundation. It's called the Geopolitical Cartographer. For those who may not know, this is a think tank and research foundation started by Mr. Ranil Wickremesinghe after he resigned following his 5th term as Prime Minister in Sri Lanka in 2019. However, some of you may know that Sri Lanka went through an economic crisis in 2022, and amidst that crisis, he stepped in as an MP and Prime Minister for his 6th term and subsequently became president until he stepped down. So we have an illustrious founder who is well known in the Indian Ocean and has been speaking about the Indian Ocean for decades. We focus on geopolitics, geoeconomics, and maritime affairs of the Indian Ocean. And recently, we started looking towards the Himalayas as well. So it's nice to have Darshana joining us on this panel. So we look at the implications of these on the Pacific Ocean and the land masses that are connected to these great oceans. We have some international members as well, including the former president of the Maldives, co-patron of the think tank, Mohammed Nasheed. And when he spoke about at one of our events, he spoke about how, from the Maldivian perspective, Sri Lanka was once drawn as a collection of islands because it was drawn by a Maldivian cartographer. And so this is what geopolitics is about. It's about the perspectives that these different island nations bring as well. So at the founding of at our inaugural lecture with the Commonwealth Secretary General, our founder mentioned that
we have to talk, it was called the geopolitical cartographer because now maps are drawn and boundaries are drawn, not according to geography, but according to geopolitics. For a long time, we belonged to a region known as the Indian Ocean, and all of a sudden it became the Indo-Pacific. That is geopolitical cartography. The same thing, Europe has a problem now of where to draw the boundaries between Russia and Ukraine. It keeps changing. Throughout the world, various claims are made, but we have to learn now that cartography depends completely on geopolitics and nothing else. End of quote. So as I mentioned, Sri Lanka has been here in the Indian Ocean for millennia. So our connection to this region is well known. I thought I would start showing some maps given our name, and this is a map that some of you might have heard of or seen before. It's taken from Ptolemy's work Geographica, which I believe was written in 150 AD, but this is a 13th century redrawing of that map. And what's interesting in this map, and I have a clearer picture from the 15th century, is that the Indian Ocean, if you can see on the bottom right of your screen, it's seen as an enclosed space. It's not connected to the Pacific Ocean. And secondly, you can also see the position of Sri Lanka, what was then known as Taprobana, and how largely it was imaged to this European cartographer, or if we can call them European, Greco-Roman. So this is a map from World War II. It's a pictorial map from the Japanese. And it's quite interesting because I think one of your colleagues mentioned Prime Minister Abe's remarks about the confluence of the two seas. But the first term, Indo-Pacific, I believe came from a German word. And in our ocean, it was mentioned by a captain. We have a captain in our audience from the Indian Navy, but this was Captain Khurana, Gurpreet Khurana, who had mentioned this Indo-Pacific terminology. So when the Japanese were entering the Indian Ocean in World War II, you can see that they took over Andaman and Nicobar, and that's why the flags are placed on this map. And then the Eastern Fleet of the English or the Royal Navy was based in Trincomalee, which is in the northeast coast of Sri Lanka. This navy had to navigate around the island to evade the Imperial Japanese Navy. Oh, this doesn't seem to be working. It's okay. Oh, there we go. This is a map shared by one of our other members from Australia, and it shows basically because the Southeast Asia Command of the Allied Forces was inaugurated in Delhi in India, but then headquartered in Kandy in Ceylon. And so Sri Lanka has always been very much part of these discussions and important actually to the British. The Ceylon was kept as a crown colony from the outset, whereas India was under the British East India Company, if I'm not mistaken, and later became a crown colony. So Sri Lanka is important because of where we are located in the Indian Ocean. And this is historically where a lot of trade routes have passed. And even today, the busiest traffic sea lanes of communication just pass a few nautical miles south of our southern border. So because the Eastern Fleet was able to evade the Imperial Japanese Navy, Japan's limit of control did not go further than Andaman and Nicobar in the Indian Ocean. So this is a more recent map that was shared to me by the IORA Secretariat, since we are part of the IORA academic group. And as you can see, these are some of the littoral states that are included in IORA. Obviously, not all of them are not included in IORA. So hopefully in time, IORA will include more of the countries. But we do see that IORA is an important vehicle for coordination in our region, as it brings together some of our island countries. And we're glad that it's also based in Mauritius.
So these are some economic slides. I come from a private sector background, so I prefer to look at the numbers sometimes. And if you look at the slide on the right-hand side of the screen, you can see the World Economic Outlook for this year, 2025. And it basically shows that, I mean, for the next 2 years, most of the growth will be firstly in India with about 6.5% growth for the next 2 years. Thereafter, it's China and ASEAN with about 4.5, 4.6% growth. And from there, it's Sub-Saharan Africa with about 4.2% growth. So this region, this Indian Ocean region, is where the global growth is taking place. And for some reason, a lot of the young people, there are many young people in our audience today. For some reason, a lot of the young people in Sri Lanka find other opportunities or look to other countries for opportunities when our region seems to be growing fast. And I think a lot of different countries are looking at this region because of how this growth is projected in time to come. The table on the right side of the screen is from the PricewaterhouseCoopers. It's a 2017 report on the world in 2050. And in this, you can see that the largest economies in 2050 it'll firstly be China, then it'll be India, and then it'll be the US. So, so it's important to note that so much growth is taking place in our Indian Ocean region. And so as Indian Ocean countries, we have to come together and understand our region a bit better. And so forums like this, I must thank Marianne and France for bringing us all together, because it's so important that we all talk more together about as island states and as the littoral states. I think my time is up. So I have a few more slides, but we can always talk more in person later. Yes. Thank you. Thank you, Risham, for sharing with us this wonderful map. We learned quite a lot, indeed. And thank you for bringing this island perspective. And I've noted your proposal to organize an island dialogue. And I think that we need maybe to connect with Darshana, because she originally launched a lot of dialogue and workshop regarding this island specificity. But happy to have maybe a perspective and a follow-up for our current colloque. Why not a next colloque in Sri Lanka? So in your hand, in your good hand. So I'm looking to you now. Je me tourne vers toi, Fabrice. C'est toujours très compliqué d'être le dernier intervenant d'un panel qui a été quand même très touffu et très riche en présentation. Mais je suis heureuse que l'on puisse parler du canal du Mozambique et donc déplacer le curseur de l'Indo-Pacifique dans une perspective bien française, mais aussi donc japonaise, si je me réfère à indienne, ce que nous a dit Madame Samézard, et donc d'évoquer une problématique sécuritaire très particulière dont les prolongements touchent directement non seulement la région, mais la communauté internationale, et dont on parle très peu, à vrai dire. Donc, nous allons t'écouter avec beaucoup d'attention pendant 12 minutes. Voilà. C'est parfait. Merci. Est-ce que je pourrais avoir la petite télécommande juste pour les diapositives? C'est très aimable. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, situé dans le sud-ouest de l'océan Indien, le canal du Mozambique affiche une pluralité d'acteurs, de territoires, baignant dans une géographie spécifique, une histoire profonde. Nous sommes ici entre terre et mer. Ces éléments participent de la complexité de cet espace, lieu de tous les enjeux, de tous les défis, ancrés dans la maritimisation. La situation de cette zone en qualité de voie de passage géostratégique, les diverses potentialités économiques et la riche biodiversité sont autant de facettes qui s'entremêlent ici, se disputent, voire se confrontent. 3 enjeux caractérisent ce détroit. Alors, je n'arrive pas à faire passer les diapositives.
Ah, c'est parfait. Donc, 3 enjeux caractérisent ce détroit. Il est un lieu de contestation politique puisant dans un héritage colonial, et on va donc parler également ensuite d'héritage postcolonial. C'est également un lieu hybride où formel et informel ou anti-monde se côtoient. Enfin, il s'agit d'un lieu de rivalité, on l'a dit déjà, entre grandes puissances, qu'elles soient du nord comme du sud. Le canal du Mozambique, donc a priori en marge de l'Indo-Pacifique, est devenu un nouveau point nodal du monde contemporain, reliant local et global. Alors, le détroit s'étire grosso modo du sud de la Tanzanie jusqu'à la frontière mozambico-sud-africaine, soit 2000 km de long, et il aussi donc sa largeur aussi entre 1000 et 419 km. Le canal est bordé dans sa morphologie restreinte par 5 territoires. Alors, c'est à ce niveau que ça se joue. Alors, je voulais vous montrer un petit tableau avec les 5 territoires. Voilà, donc là c'est pour la localisation de ce détroit. On voit très bien ici qu'on est en situation donc extrêmement périphérique, donc en marge, je disais, donc de l'Indo-Pacifique. On pourra y revenir, mais c'est pas pour autant que cette zone n'est pas importante, voire même capitale. Pour ce qui est donc sur la diapositive suivante, donc des 5 territoires qui bordent, voilà, le canal, enfin qui sont donc inclus dans ce canal. Donc, nous avons les Comores, Mayotte, 4 des 5 îles éparses, donc au nord les Glorieuses, au centre Juan de Nova, dans la partie méridionale Bassas d'India et Europa. Alors certains de ces territoires sont extrêmement modestes, hein, la plus petite des éparses dans le canal du Mozambique, donc Juan de Nova ne couvre que 5 km², mais le canal est aussi donc encadré par 2 mastodontes sur la rive orientale Madagascar, hein, la bien nommée Grand Nil, et sur la rive occidentale, donc le pays éponyme et longiligne, donc le Mozambique. D'un point de vue historique, si le Mozambique fut une colonie portugaise, une des 2 possessions lusophones de l'Afrique australe, les autres territoires ont été colonisés par la France. Alors, sur la rive africaine, le Mozambique donc, après une lutte pour la libération qui a débuté dans le milieu des années 60, a accédé à l'indépendance en 1975. Un an après le départ des Portugais, le pays bascule dans une longue guerre civile dont les résurgences récentes révèlent des discontinuités sud-nord béantes. À Madagascar, en vis-à-vis, le processus d'autonomisation politique se fait de façon graduelle et l'indépendance est déclarée en 60. Depuis, le pays, marqué aussi par un clivage côte-plateau intérieur, a été ponctué de crises politiques intestines qui ont obéré son développement. Au cœur du canal, à la Grande Comore, Anjouan et Moélie, sous l'étendard de l'État comorien, accèdent à l'indépendance en 75, tandis que Mayotte devient, après un mécanisme marqué de controverse, on pourra y revenir, une collectivité territoriale française en 1976 et finalement le 101e département français en 2011. Ce fait continue de travailler et tirailler la vie politique de l'archipel. En ce qui concerne les îles éparses, eh bien, leur petitesse, leur absence ou rareté de ressources, leur positionnement également sur la route des cyclones expliquent le peu de fréquentation par les hommes à travers l'histoire. Il n'y a pas ici de population autochtone, même si quelques exploitations, on pense au guano, au copra, les mines de phosphate de Juan de Nova, ont pu avoir lieu. Nous sommes en présence d'îles sous administration française. En termes de développement, le canal renferme parmi les États les plus pauvres de la planète. Le Mozambique, Madagascar, les Comores se rangent dans les dernières positions au classement de l'IDH. Alors, le Mozambique présente toutefois un double visage, lié en grande partie aux ressources minières exploitées sous forme d'enclaves de croissance, ce qu'on appelle les méga-projets, mais avec encore peu de retombées sociales et économiques. Dans ce canal où la précarité donc est présente, Mayotte, c'est la diapositive suivante, fait un peu figure d'Eldorado. Et donc, d'où la nécessité d'apprécier ce canal à travers aussi le jeu d'échelle. À l'échelle de la France dans l'Union européenne, donc il s'agit du département le plus pauvre. À l'échelle régionale, c'est un territoire qui concentre les infrastructures, notamment en termes de santé, alimentant un flux migratoire. Et en ce qui concerne donc les îles éparses, confettis de terre, et qui font partie donc des TAF, des terres australo-antarctiques françaises, depuis 2007, les humains qui ont le droit actuellement de les fréquenter par alternance sont avant tout donc des militaires et des scientifiques. On peut dire donc ici le Nord y est présent, mais par projection. J'aborderai à présent et assez rapidement, pour la notion d'échelle,
Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'aborderai assez rapidement maintenant un autre aspect assez connu du canal, mais sur lequel il est nécessaire de revenir. Donc la très grande richesse en ressources et potentialités de cette zone. Alors sur place, on l'a dit déjà, les enjeux se posent moins en termes de superficie terrestre qu'en zone maritime, dite zone économique exclusive. On évoque aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, le concept géographique de maritimisation. Donc, de nouvelles géopolitiques des océans aussi cruciales de nos jours que la géopolitique terrestre. Si les îlots que constituent les îles éparses, par exemple, sont de taille réduite, donc dans le détroit, 42 km² de surface émergée additionnée, les terres de Bassas d'India sont quasiment totalement submergées à marée haute. Leur ZE, elles, représentent, pour ce qui est du canal, un total donc, de 360 400 km² pour la France, qui, on le rappelle, détient la deuxième ZE au monde. Un premier atout du détroit touche au commerce, et notamment donc celui associé au transport maritime. Cela va être abordé tout à l'heure. L'océan Indien et plus spécifiquement le canal, donc, est un carrefour stratégique. Par sa localisation, cette bande pèse dans le commerce mondial entre le Cap de Bonne-Espérance et le canal de Suez. Les données de l'IFRI ont indiqué que 30% du commerce pétrolier international prend place ici. Il existe ensuite une ressource économique associée aux réserves halieutiques, donc l'or bleu, une pêche officielle qui est surtout constituée d'activités tonnières, hauturières, qui alimente l'export et les marchés locaux, mais existe aussi une surpêche d'exploitation, avec notamment une zone qui attise les convoitises d'acteurs parfois lointains, d'Asie notamment. Une troisième ressource concerne les réserves de gaz et de pétrole. Au nord du canal, il a été découvert en 2010 et 2013 de vastes gisements de gaz naturel dont on exploite aujourd'hui difficilement une partie. C'est capital pour un pays en plein essor comme le Mozambique, mais aussi pour l'indépendance énergétique du vieux continent. On peut enfin également évoquer la présence de métaux rares stratégiques, donc les amas sulfurés, les encroûtements cobaltifères présents dans les fonds marins à l'échelle de l'océan Indien plus largement, et qui contiennent donc du zinc, du cobalt, du manganèse, du titane, essentiels aux technologies de pointe. Je termine par l'enjeu de la protection de la biodiversité, sera abordé aussi dans la troisième table, de ce sanctuaire écologique unique sur les îles éparses, la vie faune est riche. Europa a été classée en 2011 en 42e zone humide d'importance internationale, Ramsar, et en 2014 figure dans le réseau de sites d'importance pour le tortue marine de l'océan Indien. Le Mozambique a mis en place des aires de conservation littorale, Quirimbas, Bazaruto. La France en fait de même, et mise beaucoup sur la création d'aires naturelles préservées, réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte, réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses en 2021. Par ailleurs, l'un des points chauds de la biodiversité marine du globe. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer la dernière. C'est là-bas que ça se passe. La dernière diapositive qui est importante pour illustrer mon propos. Je vais maintenant m'arrêter sur 3 enjeux du canal du Mozambique. Voilà, parfait. 3 enjeux et donc c'était nécessaire pour moi de rappeler rapidement ces éléments vus précédemment pour bien les comprendre. Cet espace est foncièrement hybride, interconnecté, multiscalaire. Et donc 3 enjeux le caractérisent. Alors d'abord, la zone cristallise des tensions politiques internes. On le sait, les territoires que sont les îles éparses et leurs eaux environnantes donc sont revendiqués depuis les années 70 par les autorités malgaches. Ces îles donc avaient été rattachées administrativement à Madagascar lorsque la Grande Île est devenue colonie française en 1896. À l'aube de l'indépendance, elles ont été rattachées par un décret au ministère des Outre-mer. Donc, Madagascar conteste cette souveraineté. Pour elle, le processus de décolonisation, on pourra y revenir, s'avère incomplet. Saisi en 1976 par le président malgache, les Nations Unies sont allées dans son sens par 2 résolutions non contraignantes en 1979 et 1980, invitant la France à entamer des négociations. Les tensions avec les Comores sont liées au rattachement à la France de l'île de Mayotte, consacrée par le statut de Drôme octroyé depuis 2011. Moroni conteste cette souveraineté française en dépit de référendums locaux tenus en 1974, 1976, 2009. Le tout prend effet sur fond de crise migratoire aiguë. Et dans le cas de la revendication sur Mayotte, les Comores revendiquent dans le même mouvement la souveraineté sur une des éparses, les Glorieuses. Et donc des tiraillements ressurgissent avec une certaine régularité dans ces espaces. Ils sont à replacer dans une lecture d'identité nationale. Ces questions peuvent être instrumentalisées par des puissances extérieures, en particulier la Russie, tout à son face-à-face idéologique avec la France, fait feu de tout bois et s'immisce dans le jeu local. La sécurité est l'un des objectifs affichés des acteurs présents. Ce sera le deuxième enjeu. La spécificité de ce bras de mer est que tout en étant un des lieux majeurs de l'économie mondialisée, comme vu donc précédemment, c'est aussi une plaque tournante
de l'antimonde, pour reprendre ce terme de Roger Brunet, alors que moi j'aime appeler l'hypermonde, puisque formel et informel sont souvent, très souvent connectés, liés. Et c'est à la lecture, donc ici, des risques de piraterie maritime depuis les côtes de la Somalie, du djihadisme terroriste implanté au nord du Mozambique, de la pêche illégale, on l'a dit, sans oublier les trafics illicites en tout genre, drogue, bois, ainsi que les flux migratoires clandestins, donc entre Anjouan et Mayotte. Très vite, je prends le cas du Mozambique, qui est en proie donc à un conflit armé régional depuis 2017. La montée de la violence est imputable à des groupes djihadistes appelés Ansar al-Sunna et qui opèrent donc dans la province de Cabo Delgado au nord. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les trafics illicites dans la zone. Voilà. Alors, l'enracinement d'Al-Sunna se fait dans une région marquée par un faible niveau d'investissement public et la pénétration de l'islam radical. À base locale initialement, l'organisation terroriste s'est structurée progressivement, montée en puissance, a prêté allégeance à l'État islamique et en s'attaquant à des cadres étrangers, notamment du groupe Total, elle a élargi son sac d'action en visant une déstabilisation économique, s'en prenant directement aux méga-projets gaziers. Alors, le parti État Frélimo tente de répondre à cette menace dans un Mozambique à fort enjeu. Le pays s'est ainsi tourné vers des appuis étrangers, notamment les forces militaires rwandaises, alors que l'Union européenne, la France, aide aussi à la formation militaire sur le terrain. Enfin, dernier enjeu de cette zone, le canal, cela avait été évoqué également. Le canal est un théâtre de rivalité géopolitique internationale. Ces rivalités, donc, se nouent à une échelle mondiale entre superpuissances, dans une géopolitique en mutation, en rééquilibrage. Des espaces du Nord et du Sud global, se rencontrent ici, s'associent, s'opposent, s'allient, parfois, même si de manière circonstancielle. Et donc, j'aime bien utiliser ce terme de frottement géopolitique entre les tensions, les conflits et parfois les ententes de circonstances. L'Inde considère cette région, on l'a dit, comme sa zone d'influence. Des accords de coopération en matière de sécurité et de défense ont été noués avec Maurice notamment. Une base indienne se trouve aujourd'hui à Galega. Et l'Inde s'appuie sur sa diaspora à Madagascar dans le canal. La Chine s'y enracine via sa stratégie des nouvelles routes de la soie et notamment ses passages économiques bleus qui sont le versant maritime, port, infrastructure, du réseau de routes commerciales qu'elle constitue. Et elle est devenue le principal partenaire commercial du Mozambique et de Madagascar. Donc, on est en présence d'un terrain de compétition de premier ordre entre ces deux géants, chinois et indiens. Et cela oblige la France, puissance historique, à tenter de trouver des compromis, des modus operandi avec les États attenants qui contestent localement, on l'a évoqué, sa présence. Donc la cogestion, on le sait, est une voie possible, mais difficile. La France met en avant sa capacité à apporter les moyens et logistiques pour gérer, sécuriser efficacement cette zone face à la montée des périls, et ce dans un rôle d'équilibre entre les deux colosses chinois et indiens. Et la logique semble par conséquent actuellement de travailler plutôt de gré à gré sur des programmes de coopération précis sans toucher nécessairement au statut qui crispe les positions. Finalement, pendant longtemps éloigné de la couverture médiatique et des grands débats politiques, eh bien, la zone du canal du Mozambique et les îles Éparses dans le sud-ouest de l'océan Indien revêtent à présent une importance stratégique incontournable. Ça, c'était pour vous montrer les passages économiques bleus de la Chine, donc sur le versant oriental de la côte africaine et qui concerne directement le canal. Et je termine sur cette diapositive. Donc, on était sur une zone qui était un petit peu en dessous des radars, effectivement, de l'actualité internationale. Et aujourd'hui, donc, enfin, depuis quelques années maintenant, on considère que c'est un lieu d'une importance stratégique incontournable, un espace à la fois réticulaire, un espace également donc à apprécier dans son jeu d'échelle. Ce canal, donc, j'avais ouvert mon propos là-dessus, ce canal représente l'extrémité occidentale du concept d'Indo-Pacifique, mais on peut l'affirmer, il n'y est aujourd'hui nullement en marge. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice pour ce tableau. Bon, un peu au pas de charge, en 12 minutes, il était vraiment difficile d'avoir un panorama, mais finalement, le pari a été gagné et on a une vision quand même très
très clair grâce à cette perspective et ces différentes échelles qui permettent de situer le local, le régional et surtout l'international, le global, et donc de voir et de comprendre un peu mieux ce regain d'intérêt, ce nouveau réinvestissement des grandes puissances dans la partie sud de l'océan Indien, qui est loin d'être donc marginale puisqu'elle concentre effectivement beaucoup de rivalités, beaucoup de convoitises. Et je pense qu'on aurait tort de considérer les enjeux liés au canal du Mozambique et donc la situation au Mozambique comme un problème de sécurité régionale, étant donné effectivement ces prolongements et le rôle qu'essaye donc d'y développer la France à son corps défendant quelquefois, puisque effectivement elle doit passer au-delà de certaines contestations, que effectivement il y a une guerre informationnelle qui se développe et des contre-narratifs qui se mettent en place. Et je pense qu'il n'est pas faux effectivement d'avoir convoqué, mobilisé l'échelle nord-sud, puisque en fait ces enjeux dépassent largement le local. Nous avons une quinzaine de minutes pour des questions un peu moins, pardon, de la salle. Et donc, j'ouvre la discussion. S'il y a des questions, des demandes de commentaires particuliers, n'hésitez pas. Et je regarde avec insistance nos lycéens. N'hésitez pas à demander un micro et à poser votre question. Alors, je vois Jacques au premier rang. Je vois un bras levé. Est-ce que les micros circulent? Je serais rapide, juste une petite question pour Madame Samézard. Très bien. Sur la question des cloisonnements, en fait, des trois grands blocs indo-pacifiques. Simplement, est-ce que c'est pas un petit peu normal, dans le sens où, si on fait l'addition des océans Indien et Pacifique, c'est au bas mot les 2 tiers de la planète. Donc, je vois déjà mon petit niveau pour le journal des archipels faire travailler sur 4 îles dans la région de Maurice, Réunion, Madagascar, Mayotte, la complexité de la tâche. Donc, pour nous, par exemple, dans notre région, l'Australie ou le Japon, ce sont des terrains incognita. Tu veux répondre? J'ai vu une main levée. Thomas, vous aviez une question à poser? Il faudrait un micro. Voilà. Bonjour. Alors j'avais une question. Au regard du développement de l'Inde, de la Turquie, surtout de la Chine, de capacités de projection militaire par des porte-avions, des porte-hélicoptères, au regard aussi de l'implantation de terminaux gaziers turcs au large de la Somalie, est-ce qu'on peut vraiment affirmer que l'océan Indien n'est pas en passe de devenir un espace de confrontation pour les grandes puissances du monde et les puissances émergentes? Question. Ici, au deuxième rang, je vous fais beaucoup bouger avec le micro. Désolée. Thank you, Chair, for noticing my hand. Darshana, nice to see you, Captain Parmar here. I have a comment rather than a question, and I think it's been a terrific panel, a lot of area, a lot of points covered. But I just like to go back to the issue of how nations see the Indo-Pacific, and I think it is because it's such a large area that nations are unable to comprehend their capacities and capabilities in engaging the various regions. And therefore, a lot of nations get limited in geography. And if the US looks at the Indo-Pacific as the western edge, at stopping at the western coast of India, and many nations follow that geographical definition, including a lot of European nations, then the major part of the Indian Ocean region, especially where we are sitting today, is left out of the equation. That's one. And this is where IORA, I think, can step in and can plug in the Indian Ocean region into the overall dialogue of the Indo-Pacific. That's one point I'd like to make.
The other is the clarity of what do they want to do in the Indo-Pacific. And I think the Council General had mentioned it. And I always follow the same line that there is presence and there is permanency of presence. Now, your permanency of presence can either be buying an Indo-Pacific nation. France is a long-time Indo-Pacific nation, so understands this. And France is perhaps the only nation who has a very clear vision of an Indo-Pacific strategy. I've analyzed the 2022 one, and if I remember correctly, France says that we will carry the EU on our shoulders on the Indo-Pacific. I don't see any change in that. There is a lack of clarity in vision of the guidelines or the white papers of the strategies of other European nations who engage the Indo-Pacific. That, I think, needs to be resolved. The third point is a little, not radical exactly, but if we follow what is called a rules-based international order, then there is a parallel narrative of a deals-based order. So are we following the RBIO? And therefore, are we actually following the deals-based order? I'll give you a couple of examples. I think the Mozambique Channel example is a perfect one where you mentioned the vested interests out here. India's stopping its import of oils from Iran in 2020 was perhaps a deal-based order. India's continued import of Russian oil, was also perhaps a deals-based order. So there is going to be more economic transactions than strategic thinking. The security issues of the Indo-Pacific will remain largely invested in the Indo-Pacific nations, and we all know the players. And I'm just going to step on a little bit of a toe about Turkey. We are getting more and more extra-regional players, and the question of Turkey and Somalia is a huge one. My last reading is Turkey had asked for a missile firing range in Somalia that will fire missiles into the Indian Ocean region, a lot like what many nations do. We do it in the Bay of Bengal. Because the maritime space available for Turkey for testing its missiles, and it is a large arms exporter. We have seen it happening in the recent 4-day war we had with Pakistan. Means that willy-nilly, in a couple of years, will Turkey seek permission to come on board IORA? Will it become an Indian Ocean region nation? And there are many issues that come about. And I think Saudi Arabia has a larger vested interest and a say in becoming an IORA nation because it is there. So we are going to see a lot of these geopolitical dynamics, and I'm going to cover it in my talk, so I'll just stop here. I thought I'd put this on the table. Thank you. Thank you. Thank you, Captain Parmar. That was more a comment and a question, but thank you. We are very welcoming your thought. We are going to be short of time to answer all of the questions, but Darshana, you are still with us. Would you like to make some comments? I'm sure you were very attentive and following the conversation as far as you were able to follow the translation on the screen, but I'm sure you had some comment regarding the last question. Yeah, thank you. I didn't get all the questions that were asked, but I think one of the questions, if I'm not wrong, was on, are we beginning to see more of a contestation in the Indian Ocean region, which was linked to the Turkey-Somalia question, if I'm not wrong, and India-China. Did I get that correct? But that was before Captain Parmar, perhaps, or otherwise I can leave that and go to the comments.